Donc, pour l'ouverture de cette enquête nationale Réseau Médit relative au dépistage obligatoire d'un déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase, DPD, avant toute initiation d'un traitement par 5FU en établissement de santé. Donc, nous allons accueillir Madame Emmanuelle Cohn qui va donc faire l'ouverture de ce webinaire. Bonjour à tous, merci de me passer la parole. Donc Emmanuelle Cohn, je suis la sous-directrice politique des produits de santé à la DGS. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour participer à ce webinaire organisé par le réseau Médit. Nous allons vous présenter les résultats de l'enquête nationale sur le dépistage du déficit en DPD avant l'initiation du 5FU qui a été réalisée en établissement de santé. Pour rappel, cette enquête avait été lancée à l'initiative de la DGS et avait pour objectif de bien vérifier que les dosages étaient effectués avant toute prescription de 5FU, puisque, comme vous le savez, un déficit enzymatique de DPD, en fonction de son intensité, peut soit entraîner des effets indésirables, soit être parfaitement contre-indiqué à l'utilisation de 5FU. En effet, on avait eu pas mal de remontées, notamment des alertes patients qui nous indiquaient être surpris du faible nombre, enfin du manque de respect de ces conditions d'analyse avant le traitement des patients. Donc, ce qui nous a conduit à vouloir clarifier la situation par le lancement d'une enquête que nous avons réalisée avec l'appui du réseau Médit, dont l'expertise et la proximité avec les professionnels de santé sont précieuses et on les remercie pour l'action qu'ils ont menée à nos côtés. Les résultats de cette enquête ont été accompagnés de 5 pistes d'amélioration et ont été présentés début 2025 et discutés avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels, la DNS, la NSM, l'INCa, que je remercie également chaleureusement pour leur engagement. Et aujourd'hui, du coup, vous allez entendre plusieurs personnes, une mise en contexte par la NSM, la présentation de l'étude par les OMETI de Bretagne, Hauts-de-France et Occitanie, et les propositions des OMEDIT, suivi d'un point d'étape des travaux en cours portés par ANSM, INCa, DNS et DGS. Donc, nous terminerons normalement vers 16h30, mais comme on a un tout petit peu de retard, il y aura peut-être un tout petit peu de décalage, mais ce n'est pas très grave, après un temps d'échange pour répondre à vos éventuelles questions. Et je vous souhaite un excellent webinaire à tous. Donc là, on donne la parole à l'ANSM, si vous voulez bien vous présenter. Madame Lafouré, vous avez votre micro coupé. Il faut le réactiver. Ah, on ne vous entend toujours pas. Bonjour. Est-ce que vous avez pu ouvrir votre micro? Là, il apparaît fermé. Est-ce que vous pourriez connecter la salle A143? C'est fait, mais il faut que vous ouvriez le micro maintenant. Je vais le faire. Ça fonctionne là, Madame Lafouré. On vous entend. Ouais. Par contre, il ne faut pas en ouvrir deux en même temps, mais un seul. On a un problème. Là, ça devrait aller. Parfait. Donc, bon, une fois ce petit problème technique, on voulait faire les choses en grand avec la connexion sur la salle, mais du coup, ça crée du larcène. Désolée pour ce petit incident. Donc, je recommence du début. Agnès Lafouré, donc je suis directrice adjointe à la direction de la surveillance de la NSM. Et donc, on va vous faire un petit rappel des différents, historiques, du contexte réglementaire et des actions ANSM qui ont eu lieu autour des chimiothérapies à base de fluoropyrimidine et du déficit en DPD.
Donc, tout d'abord, voilà, il y a eu des mesures européennes et nationales de réduction des risques qui ont été prises autour des fluoropyrimidines, donc que ce soit le 5-FU ou la capecitabine, qui concernent les conditions de prescription et de délivrance. Donc, tout d'abord, en 2017 et 2018, sur une initiative de la France, l'Europe a acté la contre-indication en cas de déficit complet en DPD pour toutes les fluoropyrimidines. Donc, sur l'ensemble des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché en Europe. La France a souhaité tout de même renforcer en avril 2019, donc dans la continuité de cette contre-indication, les mesures de réduction du risque en modifiant les CPD de ces spécialités, en demandant à ce que la prescription soit réalisée uniquement après réception des résultats du dépistage en DPD, et que le médecin inscrive sur l'ordonnance de manière obligatoire le texte résultat du récidémie pris en compte et ainsi que le pharmacien puisse vérifier que ce test avait bien été réalisé et que le médecin avait pris en compte ces résultats dans sa prescription au moment de la dispensation. Cette modification des CPD a été complétée d'un pop-up d'alerte dans les logiciels certifiés par la HAS, que ce soit les LAB, donc les logiciels d'aide à la prescription, ou les LAD, ceux d'aide à la dispensation, donc ça en septembre 2021. Par ailleurs, en termes de prévention et surveillance, l'ANSM, depuis 2018, a un dispositif de surveillance renforcée qui est opéré grâce à une enquête nationale de pharmacovigilance avec pour objectif de surveiller les cas évitables d'effets indésirables conduisant au décès ou à la mise en jeu du pronostic vital qui sont rapportés en France suite à des traitements par 5-FU ou capecitabine en lien avec un déficit en DPD. Donc, nous allons publier le 6e rapport, mettre en ligne sur notre site internet le 6e rapport, avec les éléments de communication qui vont suivre ce webinaire. Évidemment, ces mesures de réduction des risques, c'est des piqûres de rappel permanentes. Et donc, en septembre 2023, la DGS, dans le cadre d'un DGS urgent, a rappelé les recommandations à l'ensemble des établissements de santé et aux professionnels de santé sur la nécessité du dépistage de déficit en DPD dans le cadre de prescription de fluoropyrimidine. Et dernièrement, en mai 2024, sur proposition de la NSM, la liste des Never Events a été complétée et intègre ce risque lié à une administration de fluoropyrimidine en l'absence de recherche de déficit de DPD. Donc, tout ça pour se dire tous ensemble que, évidemment, il est important pour l'ensemble des acteurs de rester mobilisés, vigilants autour de ces recommandations et ces mesures de réduction du risque. Merci. Alors, pour contextualiser un peu plus cette enquête, on voulait vous rappeler que les traitements par fluoropyrimidine tout confondu, donc à la fois 5-FU et capecitabine, cela concerne 80 000 patients par an en France et principalement traités pour des cancers digestifs, mammaires et ORL. Parmi ces 80 000 patients, on en a 3 à 8% qui sont concernés par un déficit partiel en DPD et pour lesquels il faut donc adapter la posologie initiale avec la difficulté qu'à ce jour, vous le savez bien, on n'a pas de recommandation nationale sur les modalités de cette adaptation. Le déficit total est plus restreint puisqu'il ne concerne que de 0,01% jusqu'à 0,5% des patients. Et pour ce déficit-là, comme le rappelait l'ANSM, il est contre-indiqué d'instaurer un traitement à base de fluoropyrimidine. Donc, c'est dans ce contexte-là que la DGOS a saisi le réseau MEDIT en fin juillet 2024 pour que nous puissions réaliser avec vous un état des lieux des pratiques professionnelles dans les établissements de santé. Donc, on s'est focalisé sur le 5-FU par voie IV dans nos établissements
Donc, pour tous les établissements qui disposent bien sûr d'une activité de cancérologie. Donc, on va le voir, cette étude, on l'aura orientée selon 2 axes, à la fois un axe organisationnel et puis un axe plus concret avec des résultats et un audit sur les pratiques. Alors, comment nous avons élaboré cette enquête? Nous nous sommes appuyés sur un travail qui avait déjà été réalisé en région Hauts-de-France en 2023, qui avait été déjà précurseur sur cette idée de réaliser un état des lieux. Et donc, on a repris cette enquête et on l'a complétée dans le cadre du réseau Médite pour profiter de leur expérience. À ce sujet, je préviens d'emblée les établissements de Hauts-de-France qui sont là et qui nous écoutent que leurs résultats lors de l'enquête qu'eux-mêmes ont menée en 2023 ont été directement intégrés dans les résultats de l'enquête qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, soyez pas surpris par ce décalage. Les établissements qui étaient ciblés, c'était tous les établissements autorisés au traitement médicamenteux systémique du cancer, ainsi que les établissements associés. Pour définir clairement cette liste, mais on est parti de la liste publiée sur le site de l'INCa, que l'on a croisée avec d'autres données, notamment celle de la consommation de la famille antinéoplasique déclarée sur le IPMSI et donc accessible par Scan Santé. Le croisement de ces différentes informations a permis d'élaborer une liste qui a été relue et amendée par chaque Omédite pour sa propre région. L'enquête a ensuite été déployée selon 2 axes. Elle a été réalisée grâce à l'outil en ligne Sphinx qui vous permettait de vous connecter directement et surtout aussi d'avoir vos résultats au fur et à mesure de votre saisie. Donc, cette enquête, comme je le disais tout à l'heure, avait un volet organisationnel pour évaluer comment vous aviez mis en œuvre les recommandations de l'ANSM et également un audit rétrospectif sur dossier pour évaluer les pratiques lors de l'instauration de traitements par 5FU en primo-prescription sur une période bien déterminée qui était du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 avril 2024. Avec pour Hauts-de-France, je le rappelle, la situation a été sur 2023. Nous avions défini une méthodologie vous permettant de trouver et de requêter les patients concernés et à partir de ce nombre de patients, de définir un échantillon conformément à la norme NFX 06 de 022 avec un niveau de contrôle 3, ce qui permettait d'avoir un échantillon représentatif de votre cohorte de patients et avec un nombre maximum de dossiers à auditer de 50. Il était préconisé également que cette étude soit réalisée en pluridisciplinarité afin que les différents interpénétrants du sujet dans les établissements soient représentés et soient impliqués dans cette enquête. Donc, bien sûr, les médecins oncologues, les biologistes, les pharmaciens, les qualiticiens et puis toute personne que vous souhaitiez associer à cette étude. Donc, on a interrogé 590 établissements. Sur ces 590, 489 ont répondu au moins au formulaire organisationnel. Donc, ce qui nous fait un taux de participation de 83%, qui montre clairement l'intérêt et l'implication des professionnels de terrain sur ce sujet. Sur les établissements qui ont répondu au formulaire organisationnel, 394 ont déclaré consommer réellement du 5FU. Et ce qui a permis d'avoir un taux de patients répondeurs donc, et impliqués dans le sujet de 81%. Et c'est essentiellement des établissements autorisés. Donc, un très fort taux de participation qui rend les résultats assez pertinents.
La première interrogation que vous avions posée, c'était de connaître les logiciels de chimiothérapie que vous utilisez dans vos établissements. 91% des établissements déclarent utiliser trois logiciels différents, donc Chimio, TimeWise et Axlepios, avec une très forte prédominance du logiciel Chimio. Par contre, on peut constater, puisqu'on vous interrogeait également sur les différentes versions que vous possédiez, un panel très, très varié sur les versions qui sont déployées dans les établissements de santé. On notera également que 1% sont encore non informatisés. Et d'ores et déjà, ceci nous a permis de préconiser une première proposition d'action qui était d'inciter les établissements à disposer de versions actualisées de leur logiciel, leur permettant d'avoir un paramétrage d'alerte tel que préconisé par la HAS. Notamment sur ces messages d'alerte, 37% déclarent n'avoir aucune alerte. Donc, on a encore une marge de progrès à ce niveau-là, bien que 63% déclarent avoir au moins une alerte lors de la prescription. Certains ont également une alerte lors de l'analyse pharmaceutique et même lors de la préparation. Ce qui nous a amené à compléter notre proposition sur le fait de s'assurer au niveau national que les éditeurs de logiciels proposent bien des alertes paramétrables, conformément donc aux recommandations, et également avoir une action auprès des utilisateurs de façon à ce qu'ils puissent avoir connaissance de la possibilité d'activer ces paramètres d'alerte ou alors de s'équiper, on l'a vu tout à l'heure, de versions suffisamment compatibles avec la présence de ces alertes. En ce qui concerne la communication des résultats de l'uracilémie aux pharmaciens, on a 38% des établissements qui nous ont déclaré qu'il y avait bien la mention résultat uracilémie prise en compte qui apparaissait sur la prescription. Pour autant, c'est au niveau de nos établissements de santé pour que le pharmacien puisse réellement jouer son rôle et réaliser une analyse pharmaceutique pertinente de la prescription. On ne peut se contenter de cette mention-là et il faut qu'on puisse avoir accès aux résultats du dosage de l'uracilémie. Et donc, vous avions interrogé sur quelle façon vous accédiez à cette information. 45% d'entre vous ont un affichage direct des données biologiques. Un tiers, 31%, sont obligés de faire des démarches pour demander l'information auprès du prescripteur. Et pour 33%, un tiers également d'entre vous, eh bien, il faut que vous déployiez des solutions alternatives telles que des appels téléphoniques, des mails, des interrogations auprès des infirmières pour pouvoir avoir accès à cette information-là. Donc là aussi, ça nous a amené à faire une autre proposition qui était d'organiser l'accès facilité pour les pharmaciens aux résultats du dosage de l'uracilémie et de façon générale à tous les acteurs qui prennent en charge le patient, de façon à ce que tout le monde ait l'information, une information complète. Et donc, ce qui nous a paru être le plus opportun, c'est que ce soit au minimum présent dans le DPI de façon formatée, structurée, et idéalement dans le LAB et donc le plus souvent dans le logiciel de chimie. Et je passe la parole à Isabelle pour qu'elle vous présente la partie restitution du résultat de l'uracilémie. Isabelle. Et en ce qui concerne donc la question sur le délai de restitution du résultat de l'uracilémie, donc vous voyez à gauche donc une boîte à moustaches, ça s'appelle comme ça, donc qui donc note que la médiane en fait est de 7 jours. Et donc, le délai moyen de restitution du résultat est de 6,5 jours. Ce délai est vraiment en adéquation avec les recommandations en vigueur
donc de la HS et de l'INCa, qui donc indiquaient donc d'avoir de résultats dans un délai au plus tard de 7 à 10 jours. Alors, 97% de nos établissements déclarent un délai moyen de restitution du résultat inférieur ou égal à 10 jours, mais quand même, certains établissements donc, trouvent que le délai est jugé trop long. Donc, du coup, au niveau des propositions du réseau Médit, la proposition 4, c'était de pouvoir analyser en fait le circuit du prélèvement jusqu'à la restitution du résultat au prescripteur et d'identifier donc les leviers d'amélioration par rapport à ce délai de restitution. Alors, au niveau de la conduite à tenir en l'absence de restitution du résultat de l'uracylémie, donc à C1J1. Alors, on retrouve que 68% en fait des établissements, donc quand ils ont un résultat retardé, ils n'ont pas de résultat, ils retardent en fait la préparation jusqu'à l'obtention du résultat. Donc, pour 55% des établissements, donc la validation de la fabrication est faite, mais il y a une adaptation de posologie. Et donc, 4% donc, fabriquent la préparation sans adaptation de posologie. Au niveau de la conduite à tenir, en cas de déficit partiel ou total en DPD. Alors, vous voyez que le déficit objectivé, il est tracé, donc c'est le diagramme du bas, est tracé donc à 93%. Que lorsqu'il y a un déficit total, il y a donc des mesures barrières pour stopper la prescription, donc 49% des cas. Et en cas de déficit partiel, on posait la question, y a-t-il des protocoles, un consensus sur l'adaptation posologique dans l'établissement? Et là, à 40% des cas, donc les établissements n'ont pas de protocole ou de consensus donc écrit, adapté pour adapter la posologie dans l'établissement. Alors, nous avons voulu donc vous donner donc quelques verbatim en fait qui donc ont été exprimés par les établissements quant aux freins à la réalisation du dosage d'uracylémie. Ça représente à peu près 19% des établissements qui se sont exprimés. Donc, vous voyez qu'il y a eu donc le délai d'obtention du résultat qui donc se posait pour certains établissements, les horaires du laboratoire de biologie qui donc pouvaient donc poser problème, les conditions de prélèvement qui pouvaient donner de faux positifs. On vous rappelle qu'il y a des conditions préanalytiques qui sont à respecter et qui sont parfois difficiles à maîtriser. Donc, une autre réaction, c'est de la fréquence parfois importante de résultats objectivant un déficit partiel qui peuvent créer des doutes sur la fiabilité du dépistage. On sait depuis que, donc, en cas d'insuffisance rénale, on peut avoir des taux d'uracylémie donc, augmentés, donc, ce qui peut donc, éventuellement aussi perturber ce dosage. La fréquence rare d'un déficit total en DPD qui en fait ne met pas en alerte les professionnels. La notion d'urgence aussi donc thérapeutique, parfois dans les crises viscérales où on veut traiter rapidement, on n'attend pas en fait le dosage de l'uracylémie. Les difficultés d'accès du pharmacien au résultat du dosage ou à la traçabilité de l'information. Notamment, ça a été traduit par certains établissements privés. Enfin, donc, l'ergonomie du logiciel qui sont donc parfois donc gênants, non adaptés pour le professionnel de santé.
Ensuite, donc, nous avons voulu donc ressortir quelques commentaires des établissements. Commentaires donc dans le cadre des premières actions en fait mises en place donc pour améliorer en fait donc au sein des établissements suite à l'enquête. Donc il y a eu pour certains donc création de messages d'alerte dans le logiciel ou activation de ces messages d'alerte. Donc certains nous disent avoir donc acheté un logiciel donc avec paramétrage d'alerte. Donc, il y a eu donc activation des paramètres physiologiques dans le logiciel à partir du DPI. Donc, des rédactions d'un protocole d'adaptation posologique, le référencement de l'antidote, le VistoGuard. Alors, ce qu'on constate donc pour cette enquête, c'est que finalement, ça montre la sensibilisation des équipes médicales et soignants aux bonnes pratiques professionnelles et donc de pouvoir justement, donc grâce à l'enquête, avoir donc amélioré, trouver les pistes d'amélioration donc dans les établissements. Et là, donc, je passe la parole à Monique pour l'audit rétrospectif. Et donc, je vais vous détailler maintenant un peu sur la partie audit de dossier. Donc, après cette partie organisationnelle, vous avez dû sélectionner des dossiers patients concernés par une primo-prescription de 5FU. Donc, 374 établissements donc, parmi vous ont saisi au moins un dossier patient. Au total, on a eu 4198 dossiers saisis, ce qui représente, en tenant compte de l'échantillonnage, une file active de 11 155 patients en primo-prescription 5FU, donc un nombre conséquent de dossiers qui permet d'exposer des résultats représentatifs des pratiques professionnelles. Et c'est sur le taux de participation, 95% des établissements donc, qui avaient fait la partie organisationnelle ont pu poursuivre sur l'audit de dossier. Ceux qui ne l'ont pas pu, c'est parce qu'ils n'étaient pas concernés en fait par des dossiers en primo-prescription sur la période d'audit qui était je vous le rappelle, du 1er janvier au 30 avril 2024. Donc là encore, une participation très importante qui nous permet de consolider en fait les résultats que nous vous présentons aujourd'hui. Et je passe la parole à Céline pour qu'elle puisse vous détailler ces résultats. Merci Monique. Donc oui, nous abordons à présent le second axe développé dans le cadre de cette enquête, donc à savoir la mise en application du dépistage obligatoire du déficit en DPD au travers de l'audit rétrospectif de dossiers patients. Alors à la question, quelle est la proportion de patients pour lesquels le dosage de l'uracylémie est réalisé? La réponse est 86% au minimum. Alors pourquoi au minimum? Eh bien parce que dans 9% des cas, soit la valeur du résultat était manquante, soit la date de réalisation du dosage qui n'était pas précisée, ce qui était d'ailleurs le cas le plus fréquent, et cela ne permettait pas de valider la réalisation du dépistage dans cette enquête. Donc nous avions écarté ces dossiers. Alors plus précisément, ce sont 82% des patients pour lesquels il y a eu en fait obtention d'un résultat avant le début de la cure, donc le C1J1. Pour 10% des patients audités, le taux d'uracylémie n'est pas connu au début de la première cure. Alors, cela regroupe en fait deux cas de figure. Le premier, où le résultat est rendu a posteriori, dans 5% des cas. Et le second, le dosage n'a pas été réalisé et ou demandé. Alors sur ce point, comme on l'a déjà évoqué, le caractère d'urgence est avancé par certains établissements pour justifier un lancement de cure en l'absence de résultats de l'uracylémie, notamment dans un contexte de crise viscérale, selon les verbatims. Donc, on s'est dit dans la partie en commentaire libre de l'enquête. Aussi, la proposition d'action nationale numéro 3 du réseau MEDIT est la suivante: définir les éventuelles situations d'urgence pour lesquelles l'initiation de traitement ne peut être différée par l'absence de résultats de l'uracylémie. Alors, si on s'intéresse à présent aux résultats du dosage de l'uracylémie,
et à la qualification du déficit, il est à noter qu'aucun déficit total n'a été objectivé sur la période considérée des 4 mois. Un déficit partiel est retrouvé chez 8% des patients, voire 9%, 9% si l'on exclut à la fois ceux dont les données sont non exploitables et ceux pour lesquels le dosage n'a pas été réalisé. Alors ce taux se situe dans la fourchette haute du taux d'incidence rapporté par la HAS et l'INCa, vous vous souvenez, 3 à 8% des patients. Comme évoqué déjà précédemment, la fiabilité du résultat dépend en grande partie des conditions préanalytiques, qui sont assez contraignantes. En effet, la centrifugation des tubes avant congélation des plasmas doit être effectuée dans l'heure qui suit le prélèvement, s'il a été conservé à température ambiante. Sinon, dans les 4 heures, s'il a été conservé au réfrigérateur, donc à plus 4 degrés Celsius. Donc on voit qu'il y a là des contraintes logistiques qui en découlent. Alors là aussi, ensuite, les résultats doivent être interprétés avec prudence. Comme on l'a dit aussi, donc voilà, l'altération de la fonction rénale, même légère, peut entraîner une augmentation de l'uracilémie et conduire ainsi à un diagnostic erroné de déficit en DPD, avec pour conséquence une prescription à dose réduite de fluoropyrimidine, et il en va de même pour l'insuffisance hépatocellulaire. Et enfin, dans la littérature, on a aussi des données contradictoires quant à l'influence de 2 paramètres sur le taux d'uracilémie, tels que les repas riches en viande et le rythme nictéméral qui pourrait influencer positivement, donc surestimer l'uracilémie. Juste pour finir, 2 informations importantes. Donc pour les patients qui ont bénéficié d'un dosage, 78% d'entre eux ont reçu leurs résultats avant le C1J1 et ne présentaient pas de déficit en DPD. Et parmi les 5% de résultats reçus après le C1J1, 12% des patients ont objectivé un déficit partiel en DPD. À présent, concernant l'adaptation posologique du 5FU au C1J1, donc on voit que celle-ci concerne 25% des patients, ce qui est supérieur à la proportion de patients avec un déficit partiel en DPD. Donc ceci montre bien que d'autres paramètres entrent en ligne de compte dans le choix de ne pas recourir à la dose standard de 5FU, comme par exemple l'âge, l'asthénie et les comorbidités. Alors, ceci est d'autant plus souligné sur cette diapositive puisque 18% des patients ne présentant pas de déficit en DPD ont bénéficié d'une dose réduite de 5FU. Une adaptation posologique est retrouvée pour 86% des patients avec un déficit partiel en DPD. Et enfin, en l'absence de réalisation d'un dosage d'uracilémie, il est à noter qu'un tiers des patients a été traité à dose réduite de 5FU. Alors, en dernier point ici, donc consacré aux patients présentant un déficit partiel en DPD, donc une adaptation posologique a été réalisée dans 85% des cas au C1J1. L'administration d'une dose standard a été maintenue pour 14% des patients. Cependant, 80% d'entre eux présentaient une uracilémie qui était comprise entre 16 et 18 nanogrammes par millilitre, donc des valeurs qui sont proches de la limite basse de la fourche qui est évocatrice d'un déficit partiel en DPD. Donc, je vous le rappelle, les bornes qualifiant le déficit en DPD de partiel sont 16 et 150 nanogrammes par millilitre. Donc, on est vraiment dans la fourchette basse. Donc, au vu des paramètres influençant les résultats d'uracilémie, que l'on a vu précédemment, détaillés précédemment, donc ce chiffre explique aussi en partie pourquoi certains prescripteurs ne réalisent pas systématiquement d'adaptation posologique dans leur pratique, dès lors qu'un déficit partiel est objectivé. C'est là la différence entre la qualification du déficit et l'interprétation du résultat dans un contexte aussi clinico-biologique. Donc enfin, 40% des établissements déclarent ne pas avoir de protocole ou de consensus d'adaptation posologique du 5FU. Aussi, la 5e et dernière proposition d'action nationale du réseau Médite est l'élaboration de recommandations nationales d'adaptation posologique du 5FU en tenant compte du statut en DPD. Alors, il est à noter que le groupe de pharmacologie clinique oncologique, le GPCO Unicancer, et le réseau national de pharmacogénétique, le RNPGX, alors préconisent l'application de lignes directrices du CEPIC, c'est le Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, à savoir l'utilisation en fait, d'un score d'activité enzymatique selon le variant délétère pour pouvoir classer les patients.
Donc là, il est question ici en fait de génotypage, et à partir de cela, pouvoir proposer une réduction posologique. Alors soit 50%, soit 75% de la dose standard, selon l'attribution de ce score. Et ensuite, la dose est réajustée aux cures suivantes, selon la tolérance. Donc là, on voit bien qu'ici, par contre, on ne parle plus d'uracilémie, mais de génotypage, qui pourrait peut-être affiner la réelle proportion de patients ayant un déficit partiel en DPD. Alors, avant de continuer, on va peut-être faire un premier point de questions-réponses. Est-ce que sur la partie très opérationnelle de cette enquête, à laquelle vous avez largement participé, est-ce que vous avez des questions? Julien, tu peux m'aider sur les questions qui ont été posées, Il y a une peut-être? question. Bon, je vais dire un petit peu voilà, la remarque qui a été faite. Bonjour, les données ne sont pas claires sur le fait que la hausse de l'uracilémie en cas d'insuffisance rénale ne serait pas liée à une majoration du risque de toxicité. Certaines études, donc il y a l'étude qui est sur PubMed qui est notée, montrent qu'en cas d'insuffisance rénale, la clairance d'élimination du 5FU est augmentée. Il faut être vigilant sur les messages que l'on donne. Merci. Voilà. C'est une précision par rapport à l'interprétation du dosage par rapport à l'insuffisance rénale. Et puis elle a publié au regard pour ceux qui veulent regarder. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, d'autres précisions, des questions sur la méthodologie? Moi, je vais peut-être préciser sur la présentation, il y avait des fois des taux qui étaient à 100%. Notamment sur la communication avec les prescripteurs, mais il y avait plusieurs biais, il y avait plusieurs façons de communiquer. Ça pouvait être des fois dans des cas des fax, des fois le message d'alerte, et c'est pour ça que sur certaines slides, on retrouvait des taux qui étaient à 100% parce qu'il y avait plusieurs modalités de communication ou plusieurs comment dire, situations de patients, plusieurs conduites à tenir. Merci pour cette précision. Est-ce que vous auriez d'autres questionnements sur cette partie pratique et sur ces résultats de l'enquête? Non, tout est clair pour tout le monde, sachant que vous aviez la possibilité d'ores et déjà d'avoir la visualisation en direct de vos résultats au fur et à mesure de la saisie de vos dossiers et de votre audit. J'ai Il y a l'impression une qu'il y a autre, d'autres il y a questions. une autre question, oui. Qui a été sollicité dans les différents établissements de santé, cliniciens, pharmaciens ou biologistes? Alors, normalement, les préconisations que nous avions faites, c'était que ce soit un groupe pluridisciplinaire qui réalise cette enquête. Donc, on avait préconisé bien justement des médecins oncologues, des pharmaciens, des biologistes, un qualiticien, de façon justement à ce que l'ensemble des parties prenantes soient concernées, puissent apporter son éclairage et puisse aussi tirer bénéfice, comme l'a souligné, je pense, je ne sais plus si c'était Isabelle ou Céline, sur le fait que d'ores et déjà, le fait de participer à l'enquête, de la réaliser, a permis d'emblée d'envisager des pistes d'amélioration. Donc, c'était bien un groupe pluriprofessionnel qui était préconisé pour réaliser l'enquête. Et donc, je pense que, ne serait-ce que sur les personnes qui s'étaient nommées comme référents de l'enquête, je pense que c'est quelque chose qui a quand même été assez suivi par les établissements. Alors, Il y avait une également autre une autre question, oui. Vas-y. Non, je te laisse. Quelle peut être la justification d'une chimiothérapie en urgence comportant du coup du 5FU et une FP?
C'est une En fluoropyrimidine, je me demandais ce que Ah c'était. oui, d'accord, oui, du Moi aussi, 5 FU pareil. et qui ne supporte pas du coup un délai de 3 à 5 jours. Patient souvent hospitalisé, demande d'analyse en urgence. Voilà, je ne sais pas si c'est établi dans les protocoles, Alors, en tout cas, dans quelle situation, mais... parmi les situations qui nous ont été remontées dans l'enquête, c'était des situations de crise viscérale dans le cancer du sein. Euh, mais on l'a vu, ça fait aussi partie d'une proposition qu'on va voir tout à l'heure, qui est au niveau national d'avoir une clarification de ces situations d'urgence. Oui, on ne demande pas d'arbitrage, quoi. Oui, on on va ne le va pas faire une exception pour une fausse mauvaise raison, quoi. Madame, voilà. Euh, on va le détailler du coup un peu plus tard, la réponse à cette question. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Oui, il y a encore une autre question. Déficit en DPD, donc apparaît dans les Never Events maintenant. Doit-on exiger cette recherche chez des patients ayant déjà eu du 5-FU ou de la capecitabine bien avant la mise en œuvre des recos? Je peux répondre. Ouais, sinon, là, tu veux répondre, Monique, ou là, on demande à l'INCa peut-être de se prononcer? Qu'est-ce qui veut répondre à celle-là? On peut peut-être plusieurs réponses, je pense, mais Oui. Madame Laforêt, peut-être? Non? Moi, j'ai été coupée, désolée Marianne, à l'INCa, j'ai pas bien entendu. Alors, si vous attendez une réponse de l'INCA, je veux oui, bien c'est que ça. que vous répétiez. J'ai pas bien entendu la question. Et comme elle Alors, apparaît pas dans le chat. doit-on exiger que la recherche en DPD soit réalisée chez un patient qui a déjà eu une chimiothérapie à base de 5-FU et capecitabine avant la mise en œuvre des recommandations? J'ai pas. À mon sens, oui. Je pense que les professionnels de santé le font, non? Maintenant, à partir du moment où même s'il n'y a pas eu d'événement indésirable grave, si je comprends bien, c'est une personne qui a déjà eu des cures, c'est ça? Oui. Mais qui ensuite passe dans une situation où il y a une nouvelle recommandation et de réalisation systématique de ce test. Enfin là, c'est bien ça la question? Oui, tout à Oui, fait. je pense qu'il faut qu'elle soit réalisée. Et c'était pas mentionné dans le référentiel HS 1K qui avait été publié en 2019. Je sais pas si cette situation-là, j'avais pas géré, je sais pas si cette situation-là figurait comme telle. Alors, je pense pas de mémoire que ça apparaisse en tant que tel. C'est chaque fois des situations où on initie une primo-prescription. Mais je ne pense pas qu'il y avait eu des recommandations clairement écrites sur qu'est-ce qu'on faisait pour un patient qui en avait déjà reçu et qui n'avait pas encore été dépisté. On pourra, du coup, on peut peut-être ajouter ce point-là à la saisine des GOS, qu'ils ne le précisent pas comme ça, mais on peut tout à fait, Le rajouter dans oui, dans on vos peut tout à fait réflexions. l'intégrer. Allez, si on veut le Sachant que dans le noter. chat, il y a une réflexion d'un participant qui dit que oui, bien évidemment, que les conséquences, elles seraient majorées voilà, s'il y avait un déficit sur les premières cures, quoi. Donc, voilà, ça peut rassurer. Les conséquences d'un déficit en DPC ont des effets majorés au cours des toutes premières cures, a priori. Oui, c'est vrai. Après, vous n'avez pas forcément, soit on a l'historique du patient, soit on l'a pas. Enfin, il y a quand même pas mal de facteurs sur la précédente cure qui font que. On a des éléments, oui. mais ça remplace pas. Enfin, voilà, à titre de précaution, c'est peut-être mieux de. Ouais, mais bon, je pense qu'effectivement, ça peut être un point à instruire dans la côté des recos, un cas. Bonjour. J'ai vérifié dans une note de la DGS qui avait été faite en 2023, il y avait bien
Ça avait été bien mentionné du coup que les patients qui avaient déjà été traités par 5FU étaient concernés aussi, quoi. Pour lesquels en fait D'accord. ça n'a jamais été entrepris. Eh Dans ben, la on pourra note le de 2000, rappeler, on pourra le dans rappeler celle quand de même dans 2023. l'expertise. Dans le DGS urgence, c'est ça, Jérémy? Oui, tout à fait. Donc on D'accord. a déjà cette information. Par contre, moi, j'aurais une petite question, parce que je ne vois pas le chat, et j'ai entendu qu'il y avait une question sur l'insuffisance rénale et puis sur les publications. Donc, j'ai senti qu'il y avait une question là-dessus. Alors, je sais qu'il y a des laboratoires, en fait, qui se basent dessus et qui citent une publication de Calonne de 2023. Donc, est-ce que la publication qui était citée à l'inverse, en disant que finalement, l'insuffisance rénale n'est peut-être pas forcément... Enfin, moi, j'ai compris ça, que ce n'était pas forcément à prendre... en compte ou avec des pincettes. Il y avait une autre publication peut-être plus récente sur le sujet. Je vois pas dans le chat, je vois pas la date de publication de. Je suis en train de l'ouvrir. Ça Pour le date coup, de là, 2024. et donc oui, ça, ce serait effectivement intéressant parce que là, quand les laboratoires en fait renvoient les résultats, souvent on se base voilà, du coup sur une publication antérieure pour accompagner l'interprétation des résultats. Bonjour à tous, je suis Laurent Chouchana, je suis pharmacologue et je suis un des experts de pharmacovigilance pour l'ANSM qui a participé à l'enquête, enfin d'ailleurs qui a réalisé l'enquête sur le 5FU et le dépistage en DPD. C'était juste pour apporter un éclairage un peu sur les deux points dont on vient de discuter. C'est vrai que les patients qui n'ont pas eu de dépistage du déficit en DPD par le passé et qui ont bien toléré, donc qui n'ont pas eu d'effets indésirables majeurs au cours des premières cures, il est quand même très peu probable qu'ils aient ensuite des toxicités très sévères et qu'on montre un déficit, puisque sinon il aurait eu en fait très précocement. Les tableaux classiques, c'est vraiment à la première cure ou 2-3 premières cures. Mais effectivement, en cas de changement de molécule, capecitabine pour 5FU ou de majoration de dose, une recherche du déficit en DPD semble pertinente. Et sur l'insuffisance rénale, je pense qu'Antonin Schmick est connecté pour aussi compléter, mais actuellement, il n'y a quand même pas beaucoup de travaux qui ont étudié le lien entre insuffisance rénale, bien sûr DPD, mais aussi concentration plasmatique en 5FU, parce qu'en fait, ça va ensemble, et probablement quand même que l'insuffisance rénale aiguë ou chronique majore les concentrations plasmatiques en 5FU, ça c'est quand même maintenant de plus en plus connu. Majore aussi l'uracilémie et donc fausse, on va dire, le dépistage en DPD. Mais même s'il est faussé, étant donné que les concentrations plasmatiques en 5FU, donc en fluorouracile, sont majorées, les conséquences cliniques sont aussi possiblement une majoration des effets indésirables de ces médicaments, même si on manque encore actuellement d'études cliniques pour pouvoir démontrer cela, quoi. Et probablement que l'insuffisance rénale a plus d'impact chez les patients non déficitaires que chez les patients déficitaires, chez lesquels le principal déterminant, on va dire, des concentrations plasmatiques en 5FU va être la DPD. Merci pour cet éclairage. Fini, Julien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et une autre question, y a-t-il des études sur le dosage du 5FU pour le monitoring à l'instar de ce qu'il existe pour les antibiotiques? Je ne suis pas sûre, moi, de bien comprendre la question. Moi non plus. Si quelqu'un peut m'aider. Je peux me permettre de reprendre la Allez-y. parole. Effectivement, il y a quelques centres en France, il y en a de plus en plus, qui font des dosages plasmatiques dans le sang des patients après la cure de 5FU pour évaluer les concentrations plasmatiques en fluorouracile et éventuellement ensuite les corréler à de l'efficacité ou de la toxicité. Et donc, ça se fait de plus en plus et c'est probablement, à mon avis, une des façons d'approcher un peu plus la variabilité interindividuelle et puis surtout chez les patients qui sont déficitaires partiels, ensuite de réadapter les doses de 5FU administrées aux cures suivantes, puisque on va avoir très souvent une baisse importante de la première dose administrée de 5FU
Mais en fait, entre un dépistage partiel, vous le comprenez bien, qui va être à 20 avec une uracylémie à 20 nanogrammes par ml et une uracylémie à 100 nanogrammes par ml, c'est pas la même chose. Et donc, pour éviter ou des pertes de chance ou des toxicités, probablement que le dosage plasmatique serait pertinent. Ok. Peut-être une dernière question s'il y en a une, et puis on va poursuivre. Et par rapport, moi j'aurais une question par rapport à ces dosages justement de fluorouracil. C'est fait dans tous les laboratoires? C'est fait dans certains laboratoires? Comment c'est organisé? Alors, pour les laboratoires publics, mais je pense que ça se fait uniquement dans des centres de pharmacologie publics, dans les services de pharmacologie. Vous avez un catalogue d'analyse sur le site de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. À ma connaissance, il y a une dizaine de laboratoires en France, dont Rennes et Dijon, que je connais de nom, mais il y en a d'autres, qui dosent le 5FU au niveau plasmatique. Donc après l'administration de la dose chez les patients, dans le but, encore une fois, d'individualiser la dose à la cure, aux cures suivantes. Donc il faut aller sur le site de la SFPT, où vous avez un catalogue d'analyses biologiques, dont le 5FU. Il y a aussi une information intéressante pour l'adaptation merci. des POSO. Merci beaucoup. D'autres questions? Donc, Non. oui, Pas pour l'instant. pas pour l'instant. On va peut-être continuer alors, si c'est bon pour tout le monde. Je redonne la parole à Céline alors. Oui, donc là, on a fini donc, la première partie de restitution des résultats de l'enquête nationale. Et donc, à partir des 5 propositions d'action nationale formulées par le réseau MEDIT, qui ont été présentées à la DGS en janvier 2025, les temps d'échange avec les partenaires institutionnels que sont la DNS, l'ANSM et l'INCa ont permis l'engagement d'axes de travail qui vont à présent vous être détaillés. Alors, en premier lieu, 2 actions sont copilotées par l'INCa et l'ANSM, à savoir la définition d'éventuelles situations d'urgence pour lesquelles l'initiation de traitement ne peut être différée par l'absence de résultats de l'uracylémie, et aussi l'élaboration des recommandations nationales d'adaptation posologique selon le déficit en DPD. Et à présent, donc, je laisse ici la parole à Marianne Dupéret de l'INCa, ainsi qu'à Aude-Marie Joanneau de l'ANSM. Oui, rebonjour à tous. Par contre, c'est pas nous qui avons la main, c'est ça pour passer les diapos. Excusez-moi, ça y est, là, ça arrive. Donc, Marianne Dupéret, je suis directrice des recommandations et du médicament à l'Institut. Aude-Marie, si vous voulez vous présenter. Je ne vous vois pas. Oui. On va Petit peut-être problème continuer. technique, on va continuer. Oui, voilà, il y a un écho qui ne lui permet pas de prendre la parole de suite. Voilà, donc dans les suites des résultats de l'enquête qui vous a été présentée et sur proposition des actions possibles identifiées donc, par le réseau MEDIT, nous avons l'ANSM et l'INCa, nous avons été co-saisis donc, par la DGS cet été pour répondre à 2 questions cliniques dont j'ai repris le libellé strict dans cette slide, donc élaborer des recommandations nationales d'adaptation posologique de 5FU selon le statut des PD et définir les éventuelles situations d'urgence pour lesquelles l'initiation du traitement par 5FU ne peut être différée par l'absence de résultats de l'uracylémie. On va rajouter le point dont nous venons de parler sur la question des personnes ayant déjà été traitées, n'ayant pas présenté d'effets indésirables graves et qui devraient être retraitées par ces produits. Donc, nous allons procéder par un exercice classique d'expertise sanitaire en travaillant donc un avis d'expert et qui produira un livrable très concret de conduite à tenir clinique précise par cancer, par situation clinique et donc pour déterminer ces adaptations
posologiques et si le groupe de travail arrive à définir ou pas des situations d'urgence pour lesquelles on pourrait se passer de ce test. Donc, sur la slide suivante, les grandes lignes donc de la méthode. Je vous disais, en fait, on va être obligé de passer par un avis d'expert parce que, en fait, comme vous le savez, il y a très peu de publications, il n'y en a même quasiment pas, disponibles pour répondre strictement à ces 2 questions cliniques. Par contre, nous allons pouvoir nous appuyer sur tous les documents déjà élaborés par les établissements de santé qui ont été identifiés au cours de cette enquête et des référentiels donc d'adaptation de doses. Donc pour l'avis d'experts, on va solliciter, comme on le fait classiquement, toutes les sociétés savantes du champ, donc les sociétés savantes par cancer, évidemment les sociétés savantes de pharmaco, de biologie, et puis comme toujours, des représentants d'Omédit et de CRPV associés donc à nos expertises. Comme il y a un vrai enjeu, Madame Bonnefou le citait, il y a 80 000 patients traités chaque année par ces produits. Et pour asseoir en fait la robustesse de cet avis d'expert, puisqu'il y a peu de données, on va quand même aussi s'appuyer sur une phase de relecture nationale, c'est-à-dire qu'on va, une fois que le groupe de travail aura élaboré ses conduites à tenir par situation clinique, on va les soumettre à un large panel de professionnels de santé répartis partout en France, en général une bonne centaine de relecteurs. Je vous donne aussi le détail de comment on va procéder, comme on le fait classiquement. Donc, le groupe de travail va donc être constitué sur sollicitation de ces sociétés savantes qui vont identifier des experts intéressés à ce sujet. Et le groupe va travailler sur la base d'une synthèse des données disponibles, donc celles que je vous ai citées, les quelques publications, puis surtout tous ces référentiels et consensus d'adaptation répartis dans tous les établissements de santé de France qui les ont déjà produits et colligés et synthétisés par les Omédit. Et puis, on va, avant de commencer les réunions pour définir ces conduites à tenir, faire une remontée par questionnaire, situation clinique par situation clinique, des adaptations posologiques recommandées par chaque expert, ce qui nous permettra vraiment de rentrer dans le vif des débats en réunion de groupe de travail avec une trame d'avis d'experts déjà élaborée et en ne partant pas de discussions comme ça basées sur simplement quelques écrits. Pour la slide suivante, c'est les grandes lignes du calendrier pour vous donner une idée d'intervention de cette expertise. Donc, notre objectif, c'est de finir tout cela en juin. Et comme toute expertise sanitaire, ça implique certaines démarches qui s'imposent à nous, agences d'État, la constitution d'un groupe de travail, mais l'analyse des déclarations d'intérêt et la soumission en commission des expertises. Et nous allons commencer dès ce mois-ci la collecte des données, la constitution du groupe de travail. Les réunions auront lieu en début d'année, entre février et mars, la relecture nationale qui dure en général un gros mois au mois d'avril. Elle sera suivie comme classiquement d'une dernière réunion avec le groupe de travail pour soumettre les recommandations et les suggestions qui seraient remontées par ce panel plus large de relecteurs, donc pour une finalisation en juin. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour les propositions suivantes, donc j'espère que Madame Sandra Malak de DNS a pu se connecter. Elle est arrivée ou pas? En effet. Oui, parfait, très bien. On est dans le timing. Donc, il y avait 2 autres propositions que nous avions faites. La première concernait le système d'alerte dans les LAP et les LAD, pour avertir de la nécessité de réaliser ce dosage. Et donc, on avait suggéré de pouvoir s'assurer au niveau national que tous les éditeurs de logiciels proposaient bien des alertes paramétrables, d'informer les utilisateurs sur la possibilité d'activer ces paramètres et enfin d'inciter les établissements à disposer de versions suffisamment actualisées pour pouvoir bénéficier de ces alertes.
La deuxième proposition en lien, c'était la possibilité devait être donnée aux pharmaciens d'accéder facilement aux résultats du dosage du racillémie, puisque vous l'avez vu dans notre présentation, une grosse part d'entre vous sont en difficulté pour récupérer cette information et doivent passer par des méthodes chronophages et pas optimales telles que des mails, des coups de fil. Et bien que 38% ont déclaré que la mention résultat uracillémie prise en compte était bien quand même présente sur la prescription. Donc notre proposition 2 était de rendre accessible le résultat du dosage de l'uracillémie à tous les acteurs de la prise en charge du patient et au minimum dans le DPI, de manière formatée ou structurée, pour qu'on puisse le retrouver, et dans l'idéal, dans les LAP-LAD, et donc LAP-LAD dédié à la chimiothérapie, donc souvent le logiciel métier de chimie. Donc, Madame Sandra Malak de la DNS, on vous laisse nous dire qu'est-ce que vous pouvez faire sur ces deux propositions. Merci beaucoup, bravo pour la réalisation de cette étude. Donc, Sandra Malak, directrice de projet à la délégation numérique en santé sur la transformation sectorielle, alors plutôt en ville, mais comme je suis médecin, on m'a aussi demandé de venir travailler sur les sujets du médicament, d'où la raison de ma présence aujourd'hui. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les LAP et les LAD correspondent à une définition très précise pour la Haute Autorité de Santé et que dans le cadre des établissements qui sont ceux qui nous intéressent aujourd'hui, il n'y a pas de logiciel qui est ce label LAP. Il y en a un, il y a un DPI LAP, mais en fait, tous les logiciels d'intérêt aujourd'hui et ceux que vous avez évoqués précédemment, tels que Chimio, Timeoise et Asclepios en particulier, ne sont pas des logiciels LAP-LAD. Donc, de fait, ils ne peuvent pas non plus bénéficier des alertes de la Haute Autorité de Santé qui sont prévues dans le cadre des systèmes d'alerte médicamenteuse qui sont prévus pour être paramétrés au sein des LAP et des LAD, puisque ces LAP et ces LAD que je connais très bien sont largement établis en ville, mais donc pas du tout à l'hôpital et encore moins dans les logiciels de chimiothérapie. Pour autant, il est effectivement tout à fait recommandé et recommandable d'avoir ces alertes, aussi bien côté prescripteur que côté pharmacien dispenseur. Et on va donc réunir les éditeurs susmentionnés, des solutions susmentionnées de prescription de chimio, puisque c'est vraiment là qu'il est pertinent de pouvoir avoir l'alerte, c'est quand on est en train de faire l'acte de prescription ou de dispensation, pour s'assurer qu'il propose bien la capacité de paramétrer ces alertes. Je ne vous cache pas que par expérience, par retour terrain, par connaissance de ces logiciels, on a assez peu de doutes sur le fait qu'ils proposent cette capacité de paramétrage, même s'il faut qu'on vérifie les versions, mais on va quand même leur poser la question. Une fois qu'ils nous auront confirmé cette capacité de paramétrage, la question sera de savoir comment faire pour que ces alertes soient bien paramétrées. Et là, ça va être un enjeu qui va vraisemblablement se jouer dans les établissements. On sait que souvent, ces paramétrages sont réalisés par les experts référents métiers au sein des établissements. Et donc, il y aura un besoin que les personnes qui font ces paramétrages réactivent donc ces alertes et qu'on leur en explique la pertinence et la nécessité. Donc, il y aura probablement des enjeux de communication à prévoir. Donc, sur ce sujet, on va vérifier que les logiciels concernés peuvent bien permettre de faire les alertes. Et puis 2, il faudra s'assurer que les référents métiers qui les paramètrent au bon endroit et donc dans les logiciels en général de chimie. Après, il y a une deuxième question qui est comment est-ce qu'on fait pour récupérer le résultat? Donc, vous avez évoqué les établissements autorisés, qui sont près de 400. Donc, avec les collègues de la DGS, nous avons pu avoir l'information que les laboratoires qui réalisent ces dosages d'uracillémie sont au nombre de 30. Donc, il y a effectivement un enjeu fort de retour de ces résultats vers les prescripteurs et vers derrière les pharmaciens qui pourront délivrer. Donc là, on a au sein des établissements un chantier qui est souvent de l'ordre du chantier interne.
du système d'information hospitalier, où sont récupérées les biologies, où elles sont-elles récupérées de façon structurée. Donc, on sait que tout ça n'est pas toujours très simple. On a un écosystème dans les informatiques souvent très riche dans les hôpitaux, et autant on a plus de chances de récupérer la numération qu'on a prescrite le matin même, autant l'uracylémie avec l'aspect envoi vers un laboratoire secondaire, donc ces 30 centres de référence, peut être compliqué à récupérer, on en est bien conscient. Mais donc, est-ce qu'il serait pertinent de demander aux éditeurs, alors certainement au DSI, hein, de s'assurer que les prescriptions intra-hospitalières reviennent bien en intra-hospitalier? C'est normalement leur vocation même, donc c'est assez euh, étonnant d'avoir à leur demander, mais j'imagine que c'est bien le cas. Pour autant, on sait que quand il s'agit d'un laboratoire secondaire, les flux parfois se compliquent, et d'où le besoin de passer des coups de fil et les fax, etc. Donc on pourra faire une communication également à viser des, euh, des établissements et des DSI en particulier, pour leur demander de s'assurer que les flux de retour d'informations fonctionnent bien. On aura également des discussions à avoir autour de la structuration. Je ne vous cache pas que la structuration de la biologie au sein des établissements est un sujet éminemment complexe. C'est un sujet complexe partout, hein. Du coup, l'objectif est une structuration des biologies au format Loïc international, et que c'est un chantier de longue haleine en France. Et donc, il y a un sujet de fond sur la structuration de la biologie. Donc, autant si on a déjà un PDF d'uracylémie, on peut être content. Autant si on a demain un dosage d'uracylémie structuré pour être recruté, dont l'information peut être récupérée automatiquement dans le logiciel de prescription, là, on a carrément aujourd'hui, à vrai dire, gagné le jackpot. On sent que c'est un niveau de complexité encore supérieur et qui nécessitera des travaux de fond et d'urbanisation et d'interopérabilité qui, à vrai dire, sont pas encore aboutis, mais qui de fait se poursuivent, hein. C'est vraiment un objectif de fond des pouvoirs publics. Le corollaire, c'est aussi potentiellement une autre voie qui pourrait s'ouvrir à nous. C'est que désormais, il y a une obligation pour les professionnels, quand ils réalisent un acte de soin, d'alimenter leur compte-rendu directement vers le DMP Mon Espace Santé. Et c'est aussi le cas pour les biologies réalisées hors hospitalisation. Donc là, on sait que la plupart des prescriptions, hein, d'uracylémie, des dosages DPD, sont réalisés plutôt chez des patients ambulatoires, hein. Seule une petite minorité de patients dans les situations de souffrance d'organes que vous évoquiez tout à l'heure nécessitent d'être hospitalisés. Mais donc, pour tous les autres, c'est des patients qui sont en ambulatoire, et donc on a une obligation réglementaire avec l'article 1111-15 et son décret d'application du 23 mai 2024, que les laboratoires de biologie alimentent le compte-rendu de biologie en général, et donc d'uracylémie, dans Mon Espace Santé. Et donc, si il est alimenté dans Mon Espace Santé, l'objectif, ce sera que les professionnels puissent le récupérer. Et donc, c'est des travaux évidemment qui se poursuivent de fond. Aujourd'hui, on a à peu près 40% des comptes rendus de biologie au sens large, hein, qui sont alimentés dans le DMP Mon Espace Santé. Donc, on a bon espoir et on voit que ça monte, hein, donc on a bon espoir qu'on retrouve de plus en plus fréquemment ces résultats de biologie alimentés par les laboratoires de proximité, mais y compris alimentés par les centres de référence. Et donc, si on les retrouve plus fréquemment, on retrouvera aussi plus fréquemment le dosage du racine, et donc ainsi le pharmacien qui dispense, que ce soit un pharmacien de PUI qui prépare la chimiothérapie intraveineuse, ou le pharmacien d'officine qui doit délivrer le Xeloda, puisse également retrouver cette information. Donc il y a plusieurs niveaux de travaux, des travaux qui sont là, à court terme, avec par exemple pour la première partie, voir les éditeurs des logiciels de chimiothérapie et leur vérifier qu'ils savent bien faire ces paramétrages. Puis après, un deuxième temps pour la première partie qui sera rappeler aux établissements et aux professionnels experts qu'il y a un enjeu de réactiver ces paramétrages. Et pour la deuxième partie, donc là, un enjeu de s'assurer que les DSI ont une attention sur le retour des laboratoires secondaires, et des travaux de fond pour s'assurer que l'information puisse circuler de façon fluide et sécurisée auprès de tous les professionnels qui en ont la nécessité. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Isabelle, je te laisse. Donc,
Enfin, donc, sur les délais d'obtention du dosage, donc ça rejoint peut-être un petit peu donc, ce que l'on vient d'entendre avec Madame Malak de la DNS. Et donc, c'était effectivement donc, le délai d'obtention, donc, on a trouvé une médiane de 7 jours, une moyenne de 6,5 jours avec notre enquête Réseau-Médit. Donc, c'est en adéquation avec les recommandations, mais donc 97% des établissements déclarent que le résultat est inférieur à 10 jours, mais parfois, donc certains établissements nous disent de délais jugés beaucoup trop longs. On a vu que c'était complexe, hein, qu'il y a donc une structuration biologique qui se met en place, qui doit se mettre en place. Et du coup, en fait, la question et la proposition du réseau Médit, c'était donc le besoin d'analyser le circuit du prélèvement jusqu'à la restitution du résultat au prescripteur et l'identification des leviers d'amélioration. Alors donc pour ça donc j'appelle la DGS pour pouvoir nous donner donc des pistes d'action. Si vous pouvez nous en dire Tout à fait, plus. bien sûr. Donc, vous avez tout à fait raison, on se rejoint. Il y a effectivement des travaux à mener pour approfondir ce sujet. Donc, nous allons solliciter les laboratoires de biologie médicale accrédités pour le dosage de l'uracémie afin d'identifier avec eux les leviers d'amélioration en vue de réduire les délais, puisqu'on est collectivement d'accord sur le fait que ça serait quand même mieux qu'ils soient rendus plus rapidement. Et ces travaux devraient débuter d'ici la fin de l'année. Oui. Donc, là, on arrive au terme de notre webinaire. On voulait donc, vous donner les informations maintenant dans nos régions, comment donc va être restitués les résultats. Donc, ça sera fait par les OMEDIT, les résultats de l'enquête, résultats régionaux, donc par les OMEDIT de chaque région. Et donc, il y avait donc au niveau des établissements une demande faite par l'ANSM d'avoir en fait les protocoles d'adaptation posologique du 5FU pour pouvoir justement faire cette étude donc, et donner donc, les informations terrain pour pouvoir faire des protocoles d'adaptation donc plus collégiaux. Et de ce fait, donc on demande aux établissements de nous retourner au niveau des OMEDIT de chaque région, de retourner leur protocole d'adaptation s'ils en ont déjà, pour pouvoir justement travailler dessus. Alors là, il y a Agnès Laforêt qui voudrait intervenir. Oui, c'est juste sur le sujet des protocoles, c'est une demande commune, un cas D'accord, oui. NSM dans le cadre de Excusez-moi, ce qui excusez-moi. a été présenté précédemment. Donc, c'est juste pour recontextualiser et tout à remettre en fait. lien avec, avec le groupe de Oui. travail. C'est essentiel parce que ça va vraiment être la matière première qui va vraiment nous aider à débroussailler le sujet et à bien travailler avec le groupe d'experts parce qu'il y a quasiment donc pas de publication et c'est vraiment les informations pratiques qui vont nous servir pour commencer nos réflexions. Donc merci d'avance pour ce partage. C'est important que Merci vous répondiez. Donc c'est ça, voilà, la sollicitation qu'on vous demandera, donc c'est de nous répondre pour pouvoir enrichir, pour travailler sur le sujet. Et si je peux compléter, je veux remercier les OMEDIT aussi de faire ce recueil parce que ça va aussi grandement nous aider. Voilà, voilà, que vous nous aidiez à ce recueil-là et à cette synthèse aussi, ça va être du temps gagné sur l'expertise. Donc merci aussi aux représentants des OMEDIT. Est-ce qu'on a des questions, Julien, Virginie, sur cette partie-là? Alors, il y a une remarque sur le fait que, bien évidemment, il y a la capacité en ville et puis des problématiques que peuvent rencontrer aussi les collègues pharmaciens de ville. Peut-être que Madame Anglade, elle veut nous faire part un petit peu des réflexions à ce sujet-là, où on en est justement sur ces réflexions.
Alors, je Ou ne sais pas Madame si Cohen, Isabelle, tu veux peut-être? intervenir ou si tu veux que dans le cadre de la clôture, je puisse parler sur ce point-là en particulier. Exactement, oui. Emmanuel va vous apporter des éléments D'accord. voilà, dans la clôture du Donc, je sujet. ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si Il y a peut-être d'autres questions, j'entraîne ouais. sur la clôture qui embarquera ce sujet, notamment. Bah, les autres, c'était des remarques qu'il y avait un essai en fait multicentré qui s'appelle FUDOS, dans la sphère oncodigestive justement, qui était en cours et qui pourrait peut-être servir, mais je pense que vous la connaissez, là, cet essai l'INCA, sûrement. Oui, oui, mais alors on s'était renseigné avec la NSM et les résultats sont attendus quand même plus Oui. tard par rapport, nous, à l'enjeu de répondre à la saisine, en tout cas dans un premier temps, donc en juin 2026. Bon, ouais, comme toute expertise, hein, elle est susceptible d'évoluer dès qu'il y a des nouveaux éléments, mais de mémoire, hein, les résultats, c'est pas attendu avant 2027, fin 2027, je crois, de mémoire. Et je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'il y a à l'étranger des protocoles d'adaptation de doses. Ben justement, ça fera partie de l'état des lieux que l'on va faire et soumettre au groupe de travail. Et évidemment, s'il en existe à l'étranger, ça fera partie des sources que l'on va synthétiser, voilà, pour débuter nos réflexions. Oui, je vois aussi Également que une autre question sur le paramétrage de chimio. Alors, juste pour finir, là, je vois aussi une remarque nous indiquant qu'il y a un laboratoire qui fait des préconisations de doses en même temps que le rendu du résultat. C'est toutes ces informations-là que vous avez sur le terrain qu'il faut que vous nous remontiez que vous remontiez auprès de l'OMEDIT de votre région pour qu'on compulse justement toutes ces informations et qu'on puisse approvisionner, on va dire, le groupe de réflexion de l'INCA. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'information qu'on souhaite que vous nous fassiez remonter. Et alors Virginie, tu disais, il y a une autre question. Oui, à savoir s'il est possible de paramétrer chimio pour sécuriser les prescriptions de 5FU. Il me semble que parmi les établissements qui ont répondu, il y en a qui avaient précisé qu'ils avaient des messages d'alerte qui étaient possibles d'être positionnés dans le logiciel chimio. Donc on fera une synthèse peut-être de qui peut faire, qui peut pas faire pour pouvoir faire du partage d'expérience. C'est aussi la poursuite du travail avec que la nous DNS, a bien sûr. décrit Madame Malac, que la DNS va faire avec les différents fournisseurs de logiciels de chimiothérapie. En tout cas, chimio, oui, il a des modalités de paramétrage. Alors, on n'avait peut-être pas mis ce graphique-là dans nos diapositives, mais c'est clairement celui qui est le plus développé et déployé dans notre pays. Donc, il y a majoritairement les établissements qui nous ont répondu avoir des paramétrages d'alerte. Majoritairement, ils avaient le logiciel Signaux. Donc, si c'est votre cas, si vous avez le logiciel Signaux, rapprochez-vous de l'éditeur. Il pourra vous dire si votre version est bien suffisamment récente pour bénéficier de ce paramétrage et si oui, il vous aidera à réactiver ce paramétrage sans aucun problème. Mais Chimio, si c'est le cas, vous aurez, je pense, pas trop de soucis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas une question, mais une remarque qui dit qu'il y a du 5FU qui est injecté en sous-conjonctival dans les glaucomes réfractaires et que c'est des patients qui n'ont pas de dosage d'uracilémie pour l'instant. Donc, je ne sais pas dans les référentiels voir si ça doit être une préconisation et s'il doit y avoir des adaptations de dose. Voilà. Oui, alors nous, on fera que l'onco, hein, pour le coup. Je ne sais pas si c'est réellement une indication AMM de l'usage du 5FU. Après, tout va dépendre aussi de la diffusion en systémique ou pas après cette injection-là. J'avoue que je ne connais pas cette pratique, donc personnellement, je ne serais pas en capacité de répondre. C'est bon pour les questions? C'est terminé?
Eh bien, si vous en êtes d'accord, on va redonner la parole à Madame Cohn pour nous permettre de faire la conclusion, la clôture de ce webinaire. Merci. Il me reste juste à tous vous remercier pour votre participation active et votre engagement dans cette enquête. Heureusement, les résultats montrent que le dépistage en déficit en DPD est bien intégré dans les pratiques hospitalières. C'est une belle démonstration du travail collectif et de l'implication de tous les professionnels de santé dans cette démarche pour la sécurité de la prise en charge des patients. La prochaine étape, pour faire le lien avec ce qui vient d'être discuté tout à l'heure, concernera la capécitabine dispensée en ville. En lien avec l'ACTAM, nous lancerons des travaux pour garantir que les patients bénéficieront également d'un dosage adapté et on assurera que le suivi sera bien réalisé. Un grand merci tout particulier au réseau Médite pour vraiment l'investissement et le travail énorme engagé à la fois sur l'enquête et sur la préparation et la réalisation de ce webinaire. Et aussi à l'ANSM, à l'INCa et la DNS pour leur précieuse collaboration, puisque sans vous, rien n'est possible. Et merci à vous tous, professionnels de santé, pour votre travail au quotidien auprès des patients. Vous êtes bien entendu le garant de la sécurité des traitements et on vous dit à bientôt. Merci. Eh ben, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.